Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Lors du live anniversaire des 2 ans de la chaîne, vous avez été plusieurs à prendre la balle au bond lorsque je vous proposais de poser des questions. Et je me suis rendu compte que certaines choses dont nous parlons couramment sur la chaîne ne sont pas forcément des évidences pour tout le monde. J'ai donc décidé de revenir un peu aux fondamentaux avec de petits sujets de temps en temps pour expliquer simplement les notions présentes dans l'actualité du moment. Aujourd'hui, je vais vous parler des batteries lithium-fer-phosphate en termes simples et voir pourquoi elles sont sûrement la solution pour la voiture électrique de Monsieur Tout-le-Monde. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que les abonnements sont primordiaux pour la survie à long terme du choucroute garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions, mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance. Lorsque l'on parle de la batterie lithium-ion, on rencontre énormément de lieux communs totalement faux, mais pourtant bien ancrés dans les croyances populaires. C'est le résultat d'une information parcellaire et mal expliquée. Pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, il est nécessaire de se plonger un petit peu dans le passé. Ma génération se rappelle bien les premières piles rechargeables. Dans les années 80, on commençait à en avoir marre d'acheter des piles pour les jouets ou tous les appareils électriques ou électroniques portatifs. LR3, LR6, LR14 ou LR20 étaient des termes bien connus pour toutes les piles, ainsi que les piles boutons qu'on utilise encore aujourd'hui. Certaines de ces piles sont apparues en version rechargeable, comme les LR3 ou LR6 que j'ai utilisées très couramment. Ces cellules étaient à base de cadmium et nickel et avaient plusieurs défauts. En termes d'utilisation, elles avaient un effet mémoire. Ce qui veut dire que si on ne les déchargeait pas totalement et qu'on ne les chargeait pas totalement, elles perdaient de la capacité. Elles étaient en outre extrêmement polluantes lorsque rejetées dans la nature ou les décharges. Elles ont été interdites en Europe pour le grand public dès les années 2000. Les fabricants sont donc passés à des piles nickel hydrure métallique, plus performants et sans effet mémoire. Ce sont ces batteries qui ont alimenté les premiers téléphones portables, mais aussi les voitures hybrides comme la Prius. Plus performantes que les cadmium-nickel, elles sont plus écologiques à construire et n'ont pas le problème d'effet mémoire, tandis qu'elles sont moins sensibles à la chaleur que les premières lithium-ion. Elles se recyclent aussi plus facilement et ne risquent pas de contaminer l'environnement avec des métaux lourds. Elles ne sont pourtant pas exemptes de défauts. Leur comportement est capricieux lorsqu'elles sont faiblement chargées et leur durée de vie en nombre de cycles de charge-décharge est inférieure au cadmium-nickel, mais aussi au lithium-ion récentes, ce qui les disqualifie pour l'usage dans les voitures 100% électriques. Elles ont pourtant tracé la voie vers les lithium-ion car leur chimie imposait un contrôle électronique de la charge, la technologie qui a logiquement détrôné ces cellules nickel-métal hybride et la cellule lithium-ion. Mais attention, sous cette dénomination se trouvent plusieurs technologies très différentes. Lorsque l'on parle de batterie lithium-ion, ce sont les matériaux de la cathode que l'on cite. L'anode est généralement constituée de graphite avec adjonction possible de silicium. Les électrodes superposées ou enroulées baignent dans un liquide appelé électrolyte, qui permet le passage des électrons. Les premières batteries lithium-ion sont aussi les plus décriées, en raison d'un de ses composants principaux. C'est une candidate parfaite pour les applications énergivores, mais dont le poids doit rester contenu. Les ordinateurs portables, tablettes et autres outils connectés ont au fait de l'adopter. Une variante de cette batterie est également utilisée en aéromodélisme ou sur les drones. Ça s'appelle des LiPo. L'électrolyte liquide est remplacé par un polymère gélifié. Elles sont légères et performantes, mais présentent de grands risques d'incendie et ont une durée de vie réduite. Une batterie poche de ce type, une fois percée, va prendre feu si elle est correctement chargée. Même le Boeing 787 Dreamliner a subi ce type de désagrément dangereux. Une technologie plus sécurisée a vu le jour sous la forme lithium-cobalt-aluminium. Utilisée dans les premières Tesla, ses performances en charge et décharge se sont avérées précieuses pour obtenir des voitures performantes. Moins sensibles aux incendies, les quelques exemples recensés ont été causés plus par de mauvaises manipulations que par son usage, comme par exemple des bornes mal serrées provoquant des courts-circuits. En parallèle, une autre chimie a été développée, avec toujours du lithium, mais avec du nickel et du manganèse. C'est cette chimie qui est actuellement privilégiée par les grands constructeurs mondiaux. Toujours sensible à la chaleur, elle est un peu moins dense que la cobalt-aluminium, mais elle devient la norme chez tous les constructeurs actuellement en raison de son bon rapport coût-performance-sécurité.
Certains industriels ont voulu aller plus loin dans la sécurité, mais aussi dans la durée de vie des batteries. Ainsi, le français Bolloré a créé les batteries lithium-métal-polymère. Pas de risque d'explosion et une durée de vie importante sont obtenus au prix d'une densité énergétique plus modeste, mais surtout d'un inconvénient majeur à l'usage, la nécessité de garder la batterie au-dessus de 80 degrés pour la faire fonctionner. Une fois refroidie, la batterie est irrémédiablement perdue. Pour des batteries stationnaires toujours en contact avec le réseau électrique, cela aurait du sens, mais sûrement pas pour des véhicules. Reste la batterie qui nous intéresse, la lithium-fer-phosphate. Si elle est nettement moins dense énergétiquement avec 120 Wh par kilo, elle est très fiable et ne demande que des ressources abondantes pour être produite. Elon Musk a exprimé son inquiétude au sujet des ressources en nickel pour la généralisation des voitures électriques et l'adoption de cette chimie pour les autos très grand public lui a semblé être une évidence. Les futures batteries des modèles à autonomie standard de Tesla feront tout appel à cette technologie. Autre intérêt, elle présente peu de risques d'incendie et sa durée de vie est très importante. 3000 cycles de charge-décharge au moins, même sans gestion fine de sa température. C'est la technologie la plus fiable à ce jour. Autre avantage pour une auto électrique grand public, nul besoin de se creuser les méninges pour préserver sa batterie. Elle supporte parfaitement la charge à 100% et apprécie même les microcyclages. Donc les petites décharges suivies de petites recharges. En clair, on la branche sans se poser de questions. Voilà qui tord le cou aux idées reçues et aux inquiétudes sur l'usage compliqué d'une voiture électrique. Enfin, elle est très efficace de 0 à 60 degrés Celsius, et donc supporte bien la chaleur. En revanche, elle n'aime pas vraiment le froid, et les Tesla Model 3 SR+, disposant de ces batteries, en ont un peu pâti cet hiver. Une nouvelle mise à jour de la gestion de l'auto et de la gestion thermique des packs batteries a permis de résorber le souci et tout est rentré dans l'ordre. Enfin, dernier avantage et non des moindres, la batterie fer-phosphate est moins chère que ses concurrentes. Entre les productions automatisées qui s'améliorent de plus en plus et les matériaux abondants et bon marché, on va se retrouver avec des cellules dont le coût est inférieur à 100 $ par kilowattheure. Et ça, c'est vraiment intéressant. Déjà adoptée par la majorité des constructeurs chinois, la batterie LFP est en passe de devenir la batterie du futur. Tesla et Renault ont déjà annoncé adopter cette technologie, et nul doute que tous les constructeurs vont leur emboîter le pas. En conclusion, la batterie lithium-fer-phosphate ou LFP est bien moins glamour que les batteries révolutionnaires de dans 3 ans. Les batteries à électrolyte solide, au graphène ou miraculeuses lithium-air expérimentales, à la technologie totalement immature, ne seront pas les batteries de demain. Tout au plus d'après-demain. Certaines entreront en production, mais ne seront au départ que l'apanage de véhicules chers et inaccessibles au commun des mortels. C'est bien la batterie lithium-fer-phosphate qui deviendra le fer de lance des voitures électriques de très grande série et qui va mettre à la disposition du plus grand nombre la transition énergétique. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.